Si vous avez des objectifs ambitieux, un jour ou l'autre, vous avez dû entendre parler de la résilience. Ce concept, en fait, ça consiste à désigner la qualité de pouvoir rester fort, de pouvoir rester combatif, de continuer de se battre, de continuer de faire ce qui est nécessaire pour réussir, même quand les résultats ne sont pas là ou même quand les temps sont vraiment très difficiles. Et ce concept, en fait, et c'est vrai qu'il est très important, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à chaque fois que je, vois un conseil sur comment le développer, j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement c'est, on va dire, à l'inverse de ce qu'il faut faire. Tous les conseils que vous recevrez pour développer votre résilience vont littéralement vous démolir. Je vais vous donner les 3 pires conseils que je retrouve à chaque fois et qui sonnent bien sur le coup, mais qui vont littéralement vous faire exploser. Le premier faux bon conseil pour développer sa résilience, c'est de se dire que être résilient, c'est savoir rester fort. Alors comment on fait pour rester fort? Les gens vont juste faire ça, littéralement. Ils vont juste rester forts. Ça veut dire quoi? C'est que dès qu'il y aura une mauvaise nouvelle, ils vont serrer les dents. Ils vont, on va dire, garder cette façade où tout va bien, où ils sont en train de sourire, où la vie est belle, ou je ne sais quoi encore. Ce que vous faites en fait quand vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas en train de, on va dire, être capable d'encaisser. Vous êtes en train de réprimer vos émotions. Vous êtes en train de réprimer ce que vous ressentez réellement. Donc il y a ces gens en fait qui ont cette façade de tout va bien, mais vous savez exactement qu'à l'intérieur c'est un volcan. Ils sont en train de bouillir quoi. Et quand ça va péter dur. Et quand ça va péter justement, ils vont vous dire un truc du genre ouais, désolé, c'est pas moi, j'ai dû craquer, je ne sais quoi encore, ou je me suis levé du pied gauche. Non, 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 non. Ce qui s'est passé, c'est que tu utilises une méthode de merde pour être résilient, tu réprimes toutes tes émotions et à un moment, ça va péter, quoi. À un moment, tu te dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre normalement et du coup, il faut juste que j'encaisse. Sauf que tout ce que vous faites en faisant ça, c'est accumuler les conneries. Le deuxième conseil de merde qu'on vous donnera pour être résilient, c'est de rien lâcher, de vous accrocher et de, on va dire, continuer vos efforts jusqu'à ce que ça marche. Le conseil en lui-même n'est pas mauvais. Ce qui est vraiment mauvais, c'est comment est-ce que les gens le prennent. Pourquoi? Parce que quand les gens, vous leur dites « faut que tu ne lâches rien, il faut que tu continues tes efforts », c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont, par exemple, essayer de faire quelque chose avec une certaine méthode et quand ça ne va pas marcher, ils vont faire la même, puis la même, puis la même, puis la même, jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Et quand vous arrivez à faire 1000 fois la même chose, sans vous rendre compte que si vous faites tout le temps la même chose, ça ne va pas marcher, il n'y a pas quelque chose de magique, eh ben vous allez juste devenir fou parce que vous allez dire mais attends, je crois qu'il y a un problème avec moi. Parce que je fais exactement ce que le mec me dit. Je persévère, je continue mes efforts, je lâche rien, je ne sais quoi encore et ça ne marche toujours pas. Pour lui, ça marche, pour moi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas? Et en fait, ce problème-là, vous allez l'avoir extrêmement rapidement selon en fait, le niveau de résilience que vous avez de base. Si vous êtes plutôt du genre à vous décourager facilement, au bout de 5-6 essais, vous commencerez déjà à douter de vous-même. A l'inverse, si vous faites partie de ces personnes qui ont eu une vie relativement simple dans le sens où ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient assez rapidement, vous allez commencer à vous dire que même au bout de 1000 fois, je vais continuer à persévérer, je ne vais rien lâcher. Le gros problème de ce conseil, en fait, c'est qu'il est autosuffisant. Dans le sens où, si ça ne marche pas, continue. Vous voyez, il n'y a pas de remise en question possible. Il n'y a pas de « mais attends, comment est-ce que je fais pour vérifier que je vais dans la bonne direction ?» Non, c'est « si ça ne marche pas, continue ». Et du coup, les gens suivent littéralement ce conseil à la lettre et ils vont commencer à s'autodétruire comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a une limite. Vous ne pouvez pas vous demander à quelqu'un de faire quelque chose à l'infini, surtout si ce qu'il fait, en fait, le poussera à échouer systématiquement. Donc, ce conseil-là, oubliez-le et comprenez juste que si vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, ça ne sert à rien de le refaire une deuxième fois à l'identique. Commencez juste à changer d'approche de manière infinie jusqu'à justement avoir ce que vous voulez. Et ça, en fait, là, on commence à se rapprocher véritablement de la résilience. Le troisième conseil horrible qu'on va vous donner, c'est que pour développer votre résilience, vous devez vous habituer à faire des choses difficiles. Ça marche uniquement si vous faites partie des gens qui vont survivre. C'est comme les gens qui vont me dire « ouais mais tu vois, il y a des gens en fait, ils ont été harcelés à l'école et finalement ils sont devenus des réalisateurs, ils sont devenus des, on va dire des écrivains, ils font des histoires incroyables, ils écrivent des histoires inspirantes ou je ne sais quoi encore. » Et la réponse que j'ai à ces gens-là, c'est tout le temps la même. Là, tu me parles des mecs qui se sont fait harceler et qui ont survécu. Les autres, ils sont devenus quoi? Les autres, ils ont sombré dans la drogue. Les autres, ils ont une vie de merde. Les autres, ils sont pleins de traumas. Les autres, ils sont pleins de je ne sais pas quoi encore. Pour chaque mec qui a réussi à survivre parce qu'il a vécu une enfance difficile, il y a une armée de cadavres derrière. Et du coup, cette résilience, en fait, cette définition de la résilience, ce conseil qu'on vous donne, il vient juste d'une version hyper romancée de ce qu'est la difficulté. Quand vous regardez les études scientifiques sur c'est quoi les conséquences d'avoir une vie difficile, surprise, c'est d'avoir une vie de merde dans 90% du temps. En effet, il y a des gens qui vont
complètement, on va dire, dépasser la difficulté, transformer les difficultés, je ne sais quoi encore. Et à chaque fois qu'on regarde en fait comment est-ce que ces gens ont fait, il y a un paramètre qui revient tout le temps et c'est le premier paramètre le plus important, la chance. Et que ce soit clair, même moi qui ai un parcours similaire, je vous le dis, si j'ai réussi à m'en tirer comme je m'en suis tiré alors que j'avais, on va dire, des dés de départ qui étaient pourris, c'est parce que j'ai avant tout eu de la chance. Qu'est-ce que je veux dire par j'ai eu de la chance? Il y a plein de paramètres qui se sont passés dans ma vie et où je n'avais aucun contrôle dessus. Donc je ne peux pas vous dire que c'est moi qui ai décidé que quand il y a eu telle difficulté, j'ai décidé de le voir comme ça. C'est faux. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais en train de lire un livre sur comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces difficultés à travers une histoire, un roman, et du coup je me suis, on va dire, identifié à travers le personnage du roman. Mais si je n'avais pas lu ce roman-là, si j'avais lu l'autre chose, j'aurais pris la situation différemment. Donc cette idée que pour développer votre résilience, vous devez faire des choses dures tout le temps, c'est archi faux, parce que tout ce que vous allez gagner quand vous allez faire des trucs durs tout le temps, si vous les faites mal, vous allez juste, on va dire, vous mettre des brèches partout. Vous allez commencer à devenir vulnérable. Maintenant qu'on a vu les 3 conseils, les pires conseils pour développer votre résilience, j'aimerais vous donner une méthode nettement plus efficace, et c'est la méthode en fait, que j'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc cette méthode-là, elle fonctionne sur des centaines de personnes, et ça leur a toujours donné les résultats qu'ils cherchaient. Comment est-ce que j'en suis venu à élaborer cette méthode? C'est parce que j'ai eu la chance d'accompagner des gens pendant, on va dire, le début de ma carrière où on me disait ces mecs-là, ils sont tellement forts, ils sont tellement résilients que tu ne pourras pas y croire. Et en effet, j'y croyais pas une seule seconde. Parce qu'à la seconde où je suis rentré en contact avec ces gens, je me suis rendu compte d'une chose, ils n'étaient absolument pas forts. Ces gens-là étaient résilients, ces gens-là étaient impossibles à décourager, mais ce n'était pas du tout la force qui leur permettait de tenir debout. Ce qui leur permettait de tenir debout, justement, c'était la première règle. Ces gens-là transformaient absolument toutes les difficultés en opportunités d'apprentissage. Vous n'avez plus besoin de savoir encaisser un coup si dans votre tête, le coup qui arrive sur vous n'est pas un coup, mais c'est une leçon. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un obstacle qui arrive sur vous et que vous vous dites « tiens, je vais l'encaisser », vous allez commencer à vous mettre sur la voie et vous allez commencer à le prendre de plein fouet. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils voyaient un obstacle arriver et ils se disaient littéralement « peu importe ce que c'est, ça va passer. Peu importe le problème que c'est, ça va passer, je vais le résoudre. » Du coup, le truc qui lui arrive dessus n'a plus de force, n'a plus de capacité de destruction. Et s'ils se disaient « ok, ce truc-là va passer », du coup, autant apprendre de cet obstacle. Le coup de poing qui arrive devient finalement un paquet cadeau. Et c'est extrêmement facile d'encaisser quelque chose quand on vous donne un cadeau. Et c'est vraiment ça la première méthode que vous devez comprendre, c'est que si vous changez votre façon de voir les obstacles, changez votre façon de voir les difficultés que vous rencontrez dans la vie et que vous les voyez plutôt comme quelque chose à apprendre pour devenir meilleur, pour atteindre vos objectifs, à les voir en fait comme les véritables opportunités, vous ne pouvez plus souffrir. Imaginons, je sais pas, je commence à perdre un client parce que pour une raison ou pour une autre, j'ai merdé et il y a un client qui se barre. Je peux soit me dire, putain, vas-y, c'est pas de ma faute, j'ai juste fait une erreur, je ne sais quoi encore. Donc là, je prends le truc de plein fouet et j'apprends absolument rien. Ou alors, je peux me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que la qualité de mon coaching était si faible pendant cette séance que cette personne est partie? Et là, du coup, grâce à elle, grâce à son départ, je viens de m'améliorer. C'est infiniment simple pour moi, du coup, d'accepter son départ quand je me dis que c'est une chance finalement. Comment on fait du coup pour transformer les obstacles en opportunités? Un obstacle, un point dans la gueule, ne vous arrive, n'est qu'un point dans la gueule au moment où il arrive. Si vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, c'est ce que ce mec-là faisait en disant « peu importe ce que c'est, ça va passer ». Il se focalise sur l'avenir et il se dit « qu'est-ce que je vais apprendre à partir de là ?» Quelqu'un qui est résilient n'accorde aucune importance, il en a même strictement rien à foutre de comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui. Il a un projet hyper important. Les gens qui n'ont aucune résilience, quand ils ont un projet hyper important, ils vont se dire « je veux que ça se passe comme ça, à cette vitesse, de cette façon, à cette fréquence ou je ne sais quoi encore ». Ils vont s'accrocher en fait à ce qu'ils veulent réellement. Les gens qui sont résilients disent « je veux arriver là-bas, je n'ai aucune idée de comment on fait, j'ai de l'expérience certes, mais étant donné que je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas dire que mon expérience va me suffire pour assurer le résultat et je suis donc ouvert à toutes les possibilités, je suis ouvert à toutes les difficultés ». Alors quand une difficulté va se pointer, ils vont juste lui dire bonjour. Tiens, c'est quoi le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'avancer aujourd'hui? Et quand vous commencez à voir le monde comme ça, quand vous commencez à voir les obstacles comme ça, vous vous rendez compte juste que les obstacles ne sont plus à éviter. Les obstacles sont littéralement le chemin à suivre pour vous permettre de réussir. Est-ce que vous voyez en fait à quel point c'est simple d'encaisser quelque chose quand tout ce que vous voyez c'est des cadeaux? À l'inverse, le gars qui n'est pas résilient va se dire pourquoi est-ce que ça tombe sur moi?
Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les choses soient compliquées? Pourquoi est-ce que je ne peux jamais avoir ce que je veux? Et là, vous ne pouvez pas encaisser comme ça. Donc, première méthode du coup pour développer véritablement votre résilience, comprenez que la résilience, ce n'est jamais être fort, c'est se débarrasser de tout ce qui vous rend faible. Et il y a un élément qui vous rend extrêmement faible, c'est votre attachement à ce que les choses se passent d'une certaine façon. Alors quand un obstacle va arriver, vous devez vous dire qu'est-ce que cet obstacle va m'apprendre? En quoi est-ce que je peux l'embrasser pour devenir une meilleure version de moi-même et du coup avoir un meilleur plan pour atteindre mes objectifs? Et là justement, on va enchaîner sur le deuxième ingrédient qui vous permettra de développer votre résilience. Vous devez vous débarrasser de toutes vos attentes, de toutes vos préférences et de tous vos besoins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est une attente? Imaginons je donne un rendez-vous à quelqu'un à 10h30. Inconsciemment ou consciemment, je vais me créer l'attente qu'on se voit à 10h30. Autrement dit, qu'il ne sera pas en retard. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en retard dans le monde professionnel? La personne commence à se dire « Ah, il ne me respecte pas, c'est scandaleux de se dire ça comme ça, il ne m'a même pas prévenu. » Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire d'un retard minable, qui arrivera des milliers de fois dans ma vie, je suis en train d'en faire une montagne. Pourquoi? Parce que je me suis créé l'attente que je devais avoir ce que je voulais, comme je le voulais. Pire que ça encore, je me suis créé des besoins, je me suis créé un standard. Quand on m'a dit dans le monde professionnel, il doit se passer X, Y, Z, dans ma tête, ce que j'ai créé, ce sont des attentes sur comment est-ce que les choses devaient fonctionner. Et si je ne les avais pas, immédiatement, je pétais un câble. Autrement dit, j'étais à l'inverse de la résilience. C'est pareil pour la politesse, par exemple. Il y a plein de gens, je me souviens encore, ils pétaient des câbles quand on ne leur disait pas bonjour le matin. C'était des gens qui religieusement allaient voir n'importe qui leur dire bonjour. Et du coup, quand ils tombaient sur quelqu'un qui n'était pas éduqué de la même façon, ils disaient « Ah mais lui, il est mal poli, lui, il ne me respecte pas, lui, il ne m'aime pas, lui, je savais dès le départ que je ne le sentais pas, il y avait un truc louche, je ne sais quoi encore. » Même délire. Quand vous avez des attentes, quand vous avez des préférences, quand vous avez des besoins, quand vous avez des standards, vous avez en fait que des bombes à retardement dans la tête. Qu'est-ce que je veux dire aussi par une préférence? A priori, une préférence, c'est plutôt, on va dire, innocent. Je préférerais avoir un dessert plutôt que du fromage. Jusque-là, c'est OK. Le problème de toutes vos préférences, c'est que quand vous en avez sur des enjeux qui sont importants, vos préférences vont petit à petit devenir des besoins. Je préférerais avoir quelqu'un qui fasse l'effort de comprendre ce que j'essaie de lui dire quand je lui explique quelque chose. C'est juste une préférence. À un moment donné, je vais lui expliquer quelque chose de très important pour moi. Et là, sans que je m'en rende compte, ma préférence va devenir un besoin. J'ai absolument besoin qu'il comprenne ce que je lui dis. J'ai absolument besoin qu'il applique ce que je lui dis immédiatement. Et surtout, j'ai absolument besoin qu'il arrête de faire l'erreur dont je vais vous parler. Quand je fais ça, je me sabote. Pourquoi est-ce que je me sabote? Parce que à chaque fois que j'ai une attente, que j'ai une préférence, un besoin ou un standard, c'est toujours sur un élément extérieur. Autrement dit, je ne contrôle pas cet élément extérieur. Quand je vais dire à mon esprit, je veux absolument que ça se passe comme ça, sinon je pète un câble, eh bien je vais péter un câble parce que ce n'est pas moi qui contrôle à 100% comment les choses vont se passer. Si je pouvais les contrôler à 100%, je me débrouillerais pour avoir toujours ce que je veux. Mais étant donné que là, je vais parler à quelqu'un d'autre, cette personne-là a un libre arbitre, je ne peux pas la contrôler à 100%, et du coup, je suis condamné à péter un câble un jour ou l'autre. Deuxième méthode justement pour augmenter votre résilience, façonner votre résilience, débarrassez-vous de toutes vos attentes, toutes vos préférences, tous vos besoins, tous vos standards. Vous allez vous rendre compte que vous avez des attentes partout. Dans le simple fait, par exemple, je sais pas, je demande à quelqu'un de me passer le sel. Si dans ma tête, je me crée l'attente qu'il va me passer le sel et que je n'ai pas dans ma tête la possibilité que peut-être le mec a des problèmes, peut-être qu'il a des soucis, peut-être qu'il est ailleurs, je ne sais quoi encore, ça va me frustrer tout de suite. Évidemment, c'est gentil là dans mon exemple. Mais c'est pour vous dire que si vous voulez vraiment développer une résilience hors du commun, vous allez devoir même vous débarrasser de ça. Qu'est-ce que je veux dire aussi par les attentes? Par exemple, quand je vais faire une vidéo sur YouTube où j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un pour, je sais pas, aider sa vie ou je ne sais quoi encore, imaginons j'ai un commentaire qui est très désagréable et qui comprend mon message complètement à l'opposé. Ma réaction, si j'avais une attente sur « je veux que les gens aiment ma vidéo », c'est que je vais me frustrer tout de suite. C'est que ça va me saouler tout de suite. Je vais dire « ah putain, pourquoi il y a des cons comme ça là? C'est pas possible ». Là, je ne suis pas résilient. À l'inverse, si j'étais résilient, je me dirais « mon boulot, c'est de faire des vidéos pour aider les gens, de faire le maximum pour partager mon expérience. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je dis ou qui ne sont pas d'accord avec ma philosophie et c'est OK. » Vous voyez que là, je ne suis pas en train d'encaisser quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de gonfler les pecs ou je ne sais quoi encore en vue de prendre un train et de survivre. Non, je me rends compte juste que le problème qui était face à moi et qui était un obstacle n'en est même pas un, que c'est normal, que ça fait partie de la vie.
Pourquoi? Parce que je me suis débarrassé de mon désir de contrôler des choses qui ne sont pas sous mon contrôle. Je me suis débarrassé de mon besoin que les choses se passent d'une certaine façon. Il y a un truc qui me fascinait aussi chez ces gens qui étaient hyper forts, soi-disant, sans l'être, c'est qu'ils ne se voyaient plus comme des gens qui devaient éviter les problèmes, ils ne se voyaient plus comme des gens qui devaient faire avec des problèmes, ils se voyaient juste comme des joueurs qui jouaient à un jeu où le but était de résoudre des énigmes. Leur but n'était plus de réussir, leur but n'était plus d'avoir un certain résultat, leur but était juste de jouer. Pourquoi de jouer? Parce que peu importe ce que vous faites quand vous êtes ambitieux, que vous le vouliez ou non, vous allez avoir des problèmes. Et la vie, en fait, est faite de façon à ce que vous ayez toujours un problème. J'avais par exemple une personne qui me disait « Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver une personne qui vraiment soit compatible avec mes objectifs, soit compatible avec ma façon de voir le monde ou je ne sais quoi encore. » Et le premier problème qu'il avait, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver une personne comme ça. Au bout d'un moment, il y arrive. Et qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Il dit, c'est bon, j'ai réglé mon problème, j'ai trouvé une personne qui est parfaite. Et là, dans ma tête, je dis, ok, du coup, c'est quoi le problème? Et là, il commet l'erreur de me dire, bah, en fait, il n'y a pas de problème. Si, maintenant, il y a un problème. Parce que maintenant que tu as trouvé cette personne-là, tu as le problème de maintenant de comment est-ce que je fais pour la garder? Comment est-ce que je fais pour lui faire comprendre que je l'aime? Comment est-ce que je fais pour lui faire comprendre que je veux passer ma vie avec elle ou je ne sais quoi encore? Comment est-ce que je fais pour comprendre aussi, pour lui faire comprendre tout ça, sans qu'elle parte en courant parce que ça va trop vite? Quand vous allez résoudre un problème, vous en aurez 4 autres qui vous arrivent sur la tronche. Ces mecs-là ont compris que la vie est composée de problèmes et au lieu de les fuir, au lieu de croire qu'il faut les éviter ou je ne sais quoi encore, ils se disent juste, non, mon boulot, c'est de jouer à mon jeu, le jeu de la vie, le jeu de ma vie. Et dans ce jeu, pour gagner, il suffit juste de résoudre tout plein d'énigmes. Les énigmes qu'on me donne ne seront jamais celles que je veux faire, elles ne seront jamais celles que je suis prêt à encaisser. Et le but du jeu, c'est juste de comprendre que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de la vie. Effectivement, si vous voyez le monde comme un jeu, si vous voyez les événements aléatoires qui vous arrivent, non pas comme une punition du ciel ou je ne sais quoi encore, mais simplement comme des événements aléatoires qui font partie d'un jeu, vous n'avez plus besoin de souffrir, vous n'avez plus besoin d'encaisser, vous n'avez plus besoin de vous mettre dans des états pas possibles. Quand vous commencez à relativiser les choses, même les choses difficiles, les personnes que j'ai pu accompagner au début de ma carrière, c'était des gens qui en effet étaient impossibles à décourager, mais c'est parce qu'en fait ils avaient vécu des choses absolument horribles pendant leur vie. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'ils ont vécu des trucs horribles qu'ils sont devenus résilients. Je suis en train juste de dire ici que, étant donné ce qui leur est arrivé, s'ils me disent que voir la vie comme un jeu, ça marche, je les crois sur parole. Pourquoi? Parce que même quand leurs parents sont morts ou je ne sais quoi encore, dans des circonstances extrêmement violentes, ce mec qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « ça fait partie du jeu », il a nettement plus de crédibilité à mes yeux qu'un mec à qui il n'est rien arrivé, qu'un mec qui a la vie facile et qui me dirait la même chose. Parce que si un mec à qui il n'est rien arrivé me dit « la vie est un jeu », je sais oui, c'est évident pour toi, tu n'as rien perdu. Mais ce mec-là a vécu l'enfer et il me dit « la seule chose que j'ai finalement compris, c'est que tout finit par se tasser, tout finit par passer, la souffrance n'est pas éternelle et la meilleure façon pour moi de la faire passer très rapidement, c'est de considérer que c'est un jeu, que ça fait partie de la vie. » Et effectivement, ce gars-là, en fait, relativisait absolument tout. Et il me disait, c'est vrai que ce qui est arrivé à mes parents était horrible, mais c'était la guerre. Et c'est arrivé à plein de gens. Et c'est pour ça aussi que cette personne-là se bat contre, on va dire, on va dire dans différents pays où il y a une instabilité politique. En gros, ce mec-là, il faisait ça en boxe. Il allait dans une association et il essayait de faire en sorte que la communauté soit protégée de tous les jeux de pouvoir, on va dire, entre les différents acteurs. Et ce mec-là, en fait, il avait un boulot tellement important, il avait tellement de vie entre ses mains, qu'il se disait « mais je ne peux pas me permettre d'être débordé. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre d'avoir un coup de folie. Parce que si j'ai un coup de folie, il y a des gens qui vont mourir. » Alors lui, sa méthode pour rester le plus solide possible, le plus résilient possible, et c'est pour ça que j'essaie d'insister là-dessus, parce que je sais que c'est difficile à entendre, c'était de croire que tout était un jeu, et dans ce jeu-là, il fallait faire le maximum pour atteindre ses objectifs. Et ce mec qui me disait ça, à chaque fois qu'il se foirait dans son jeu, il y avait des gens qui mouraient. Mais il me disait, imaginons je me laisse atteindre par ça, je me laisse détruire par ça. Ils vont me remplacer par un mec qui n'a pas mon expérience. Donc ce mec-là, il aura encore plus de morts sur les bras. Ma responsabilité, étant donné ma mission, étant donné
on va dire, mon passé, c'est ce qu'il me disait, c'est de sauver le maximum de vies. Et si je veux apprendre à sauver le maximum de vies, il faut que j'accepte aussi que je vais en perdre. Ce mec-là, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un problème, je pense à sa situation. Et comment vous dire que mes problèmes se volatilisent instantanément, quoi. Mes problèmes, en fait, paraissent minuscules. Et du coup, pour honorer la leçon qu'il m'a donnée, parce que une personne comme ça, je n'en ai jamais rencontré d'autres, je me dis tous les jours, la vie est un jeu, et mon boulot, justement, c'est d'accepter que dans ce jeu, il va se passer des choses qui ne sont pas forcément agréables. Là, c'est beaucoup plus simple pour moi d'encaisser, parce que je me rends compte qu'il n'y a rien à encaisser. Je me rends compte que rien n'était, on va dire, ne me visait, en fait. C'était pas une force surnaturelle qui voulait absolument me punir ou je ne sais quoi encore. Non. Dans notre monde, il se passe des choses, et ces choses sont parfois négatives, douloureuses plutôt. Et dans ce cas-là, c'est à moi de le transformer en positif, de le transformer en opportunité pour moi pour faire mieux. Et là, justement, ça vous permettra d'enchaîner sur le dernier point. En fait, toutes les personnes qui sont résilientes ont juste la capacité de transformer leurs obstacles en, on va dire, en cadeau. De transformer des montagnes infranchissables en une petite motte de terre. Comment on fait justement pour transformer la taille d'un obstacle dans sa tête? On vient relativiser. Je voulais vous parler de cette personne-là parce qu'à la seconde où je vous ai parlé de cette personne-là et de sa réalité, vous avez compris immédiatement que vos problèmes, selon les personnes à qui vous les donnez, seront soit très difficiles, soit extrêmement simples à gérer. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre. Quelqu'un qui est résilient a juste compris ce mécanisme et il se met à chaque fois dans la pire peau, on va dire dans la pire personne, il se projette dans la pire personne au monde et il se dit lui qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il penserait? Et systématiquement quand vous changez de référence, quand vous changez en fait de qui est en train de juger mon problème, c'est évident que vous allez pouvoir modifier la taille des obstacles dans votre tête. Je vous donne un exemple que vous connaissez sûrement. La première mauvaise note que vous avez eue à l'école, on est d'accord, c'était un traumatisme. La 10e mauvaise note que vous avez eue à l'école, on est d'accord, c'était de l'eau. C'est le même délire ici. Il y a un moment où en fait, le cerveau commence à comprendre que sa référence, le monde magique dans lequel on vit et où tout est merveilleux, c'est pas la réalité. Et du coup, en fait, il va venir s'ajuster. On parle aussi de se désensibiliser ou je ne sais quoi encore, c'est le même délire. Ce mécanisme-là fonctionne dans tous les corps de métier. Vous avez des gens, ils n'ont pas l'habitude de la violence ou je ne sais quoi encore, mais à force de la côtoyer tous les jours, en fait, ils sont plus, on va dire, tétanisés, ils sont plus paralysés quand ils vont voir un acte violent ou je ne sais quoi encore. C'est le même délire. Relativiser, c'est pareil. Vous allez pouvoir relativiser selon la fréquence, le nombre de fois où le problème se produit. Un problème unique qui vous arrive une fois dans votre vie, je peux comprendre qu'il vous déstabilise. Mais quand ça fait 100 fois que vous avez le même problème, si vous êtes encore déstabilisé, commencez à comprendre que là, franchement, il est temps de relativiser, quoi. Il est temps de comprendre que le problème que vous avez est un problème normal, c'est un problème récurrent, et vous ne pouvez donc pas, du coup, laisser un problème récurrent, normal, vous déstabiliser autant. On peut aussi relativiser en se projetant dans la peau de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Ça peut même être dans le passé. Je sais pas, imaginons là, je suis en train d'avoir une caméra, je suis en train de faire une vidéo, en train de partager mon expérience ou je ne sais quoi encore. Allez, je m'amuse à revenir 200 ans en arrière. Comment est-ce que je ferais pour partager mon expérience? Je devrais écrire un bouquin à la con. Ça me prendrait une plombe. Je sais pas écrire, on va dire, convenablement. Je ne sais pas être percutant par l'écriture. Et qu'est-ce qui va se passer irrémédiablement en plus? C'est que les gens qui vont acheter un livre et le lire sont nettement moins, on va dire, moins nombreux qu'aujourd'hui où il suffit juste de lancer YouTube, de balancer une chaîne, de taper un sujet qui nous intéresse et ensuite d'être justement en contact avec une certaine expérience, avec un certain guide, certains tutos pour justement apprendre à faire des choses. Voilà, donc dès que je commence à relativiser les difficultés que j'ai là aujourd'hui pour faire des vidéos par rapport à ce que je devrais faire il y a 200 ans pour atteindre le même nombre de personnes, je me dis c'est bon, détends-toi quoi. Donc premier élément, je peux relativiser selon la fréquence. Deuxième élément, deuxième méthode pour relativiser, je peux relativiser en me mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Troisième méthode pour relativiser, je peux retourner dans le passé. Et enfin, quatrième méthode pour relativiser qui est extrêmement simple à utiliser, vous pouvez en fait vous demander, est-ce qu'aujourd'hui les problèmes que vous avez, on va dire, ne sont pas des problèmes que vous auriez aimé avoir dans le passé? Là par exemple, le problème que j'ai, c'est d'essayer d'aider le maximum de gens à réaliser leurs rêves, à avancer dans leur vie, à arrêter de souffrir ou je ne sais quoi encore. Il y a 5 ans, le moi d'il y a 5 ans aurait tué pour être dans cette position où il est en train de partager son expérience et il est en train de partager en fait ce qu'il a appris pour permettre aux autres d'arrêter de souffrir.
Le moi d'il y a 5 ans était dans la souffrance énorme. Il était lui-même dans le besoin de comment est-ce que je fais pour gérer cette souffrance. Et aujourd'hui, je suis dans la posture de pouvoir la gérer pour les autres, aider les autres à la gérer. Recommencez à voir vos problèmes aujourd'hui et demandez-vous si, il y a quelques années, vous n'auriez pas tué pour les avoir. J'avais un client justement qui a réalisé ça. En fait, il supportait plus son fils. Il lui cassait les couilles, il n'écoutait pas, il n'arrivait pas à communiquer avec lui, il s'embrouillait tout le temps, etc. Et il me disait à un moment, mais en vrai, il y a 20 ans, je voulais avoir un fils, quoi qu'il arrive. Et du coup, je lui dis de m'en dire plus. Pourquoi est-ce qu'il voulait avoir un fils? Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui? Il disait, je veux qu'il ait une meilleure vie que moi. Je veux transmettre l'amour que j'avais. Je veux être le père que je voulais être. Que je voulais avoir, pardon. Je veux qu'il soit, on va dire, capable de vivre une vie qu'il adore, qu'il arrive à faire ses rêves, qu'il arrive à réaliser ce qui est important pour lui, je ne sais quoi encore. Et quand il a commencé à me dire tout ça, il s'est rendu compte d'une chose. Il se prenait la tête avec son fils pour des raisons de merde. Pour des raisons tellement merdiques qu'il avait complètement oublié pourquoi il voulait un fils à la base. Et le fait de faire cet exercice, de se rappeler en fait pourquoi c'est important pour lui d'avoir un fils, d'être père, etc., ça lui a rappelé en fait ce qu'il voulait vraiment et il a commencé à mettre tous ses différents de côté. Toutes les fois où il n'arrivait pas à l'écouter, il s'est dit « Mais mec, pourquoi tu continues à faire un truc, un schéma qui ne marche pas? Et si tu essayais de l'écouter? Et si tu essayais de te mettre à sa place? Et si tu essayais de comprendre sa vision des choses plutôt que d'imposer la tienne ?» Et tout de suite, ça allait mieux. Donc, dernière façon de relativiser finalement, c'est de se rendre compte que les problèmes que vous avez aujourd'hui, il y a des gens dans le monde, si ce n'est pas vous, qui tueraient pour les avoir. Allez. Toute cette vidéo pour vous faire comprendre quoi? Pour essayer de démolir quelle idée? L'idée que la résilience, c'est être fort, c'est savoir encaisser, c'est être impassible face à la difficulté, c'est être invincible. Non. J'ai vu des gens extrêmement résilients dans ma carrière, y compris des militaires qui ont connu la mort, etc., de frères d'armes, etc. Ils ont tous la même approche. Ils vont me dire qu'il y a des trucs que tu peux juste pas encaisser, c'est impossible. Genre, tu peux pas être assez fort pour encaisser le fait que toute ton unité se fait décimer parce que vous êtes tombé dans une embuscade. Tu ne pourras jamais encaisser ça. Par contre, ce que tu peux encaisser, c'est te dire qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette expérience? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour que le monde soit meilleur? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour que d'autres gens n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu? Ils ont commencé à donner du sens à ce qui leur est arrivé. Et quand ils donnent du sens à ce qui leur arrive, ils comprennent qu'ils ont une mission. Et quand ils ont une mission, ils ont un objectif qui les dépasse complètement. Cet objectif qui les dépasse complètement commence à devenir un jeu dans la vie. Et un jeu, ce n'est pas quelque chose que les gens prennent à la légère, bien au contraire. C'est un jeu en fait où ils sont, on va dire, à fond dans leur mission. Et ils savent que si jamais ils ne sont pas à la hauteur, des gens peuvent mourir. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un jeu? Très souvent, les gens en fait pensent que les jeux vidéo ou les jeux tout court sont des choses que vous prenez à la légère. C'est faux. J'ai vu plein de gens dans ce monde aller au travail, aller au bureau et faire le minimum syndical. C'est les mecs qui suivent leur fiche de poste, point barre. Ah, l'heure c'est l'heure, 17h, c'est l'heure où je me casse normalement ce jour-là, ciao. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Les gens en fait sont au minimum. Par contre, ces gens-là, je sais que ce qu'ils font aux gens quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se la buter sur leur jeu. Ils vont passer des heures dessus, ils vont se donner à fond, ils vont être engagés dans leur jeu comme ils n'ont jamais été engagés dans leur boulot de leur vie. C'est ça en fait que je veux dire par vous devez considérer ça comme un jeu. Vous devez considérer ça sérieusement, vous devez être engagé, vous devez faire en sorte que ce jeu aille dans la bonne direction. Pas comme un boulot. Un boulot, c'est vous faites votre boulot, vous faites ce qu'on vous demande, vous faites vos horaires et vous vous cassez quoi. Ça, c'est ce que la majorité des gens font. Donc c'est pas ça que je vous demande. C'est pas avec ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Au contraire, vous devez avoir le même engagement que quand vous jouez, que quand vous avez envie que ça marche. Allez, bon courage à vous. Et j'espère qu'avec cette nouvelle définition de la résilience, vous verrez que c'est infiniment plus simple d'encaisser les choses quand vous n'avez pas besoin d'être Superman. Allez, amusez-vous bien.